Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau talk du MBA MDIA. Je suis Katia Lebert et aujourd'hui on va parler d'un phénomène invisible mais puissant. C'est ce moment où un bénévole passe plus de temps à remplir des cases dans un logiciel qu'à écouter la personne qu'il est censé aider. Et on va se poser la question de savoir si la technologie est un levier pour la solidarité ou si elle est en train de la refroidir. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Breteau-Dauf. Marie, tu t'es intéressée au sujet, tu finis ta thèse là-dessus d'ailleurs, hein, et on avait déjà eu l'occasion d'avoir des échanges passionnants sur le marketing associatif. Hello Marie. Bonjour Katia, merci pour ton invitation. Je suis ravie de te retrouver et de pouvoir creuser ce sujet avec toi. Ouais, on se lâche plus, hein. Tu as eu exactement le même déclic que moi en lisant cet article de France Générosité qui est paru en novembre dernier. L'article Digital et générosité, quelles évolutions? Les chiffres sont impressionnants, hein. Le don en ligne explose avec 79% d'investissements digitaux en plus en 5 ans. Alors sur le papier, tout semble sous contrôle, hein, mais si on gratte un petit peu, hein, quand on regarde la réalité des associations en France, le tableau il est un petit peu plus nuancé, hein. On voit des organisations qui s'épuisent à simplement répondre à l'urgence et d'autres qui courent après des indicateurs de performance pour leurs financeurs. Je crois que c'est ce que tu appelles, Marie, la dissolution silencieuse. On va essayer de comprendre ensemble ce qui joue vraiment derrière ce discours souvent trop optimiste autour de la révolution digitale. Ouais, avec plaisir. Et on va voir que cette fameuse dissolution silencieuse, enfin c'est mon expression, mais on la trouve pas forcément là où on l'attend. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, revenons à cet article de France Générosité. On y apprend que 33% de la collecte ponctuelle se fait désormais en ligne. Alors, pour beaucoup, hein, c'est une victoire éclatante pour le secteur. Mais pour toi, Marie, avec ton regard de chercheuse, qu'est-ce qui t'a frappé en lisant ces résultats? Alors, je pense que je suis clairement biaisée par mes recherches du moment, mais ma première réaction, ça a été effectivement une forme de malaise. Ah, Attention, hein, l'article, il est super bien fait, comme toujours avec France Générosité. C'est mmh. bien écrit, les chiffres sont justes et parlants. euh, mais cet article, il raconte une histoire de tuyau. Il nous dit, regardez, l'argent circule bien par le numérique. On ne va pas cracher sur la collecte digitale, c'est un levier à ne surtout pas sous-estimer. Mais ce que l'article ne dit pas, et c'est tout le sujet de ma thèse, Mmh. c'est ce que ces tuyaux font à la maison. Quand tu digitalises la collecte, tu ne changes pas juste le moyen de paiement, en fait. Tu importes une culture. Tu commences à parler de conversion, de lead, de panier moyen. Et le risque, c'est que sans t'en rendre compte, tu transformes le donateur en client et l'association qui collecte en entreprise. C'est ce que tu appelles l'isomorphisme, le fait de finir par ressembler à ceux qu'on imite? Dans mes travaux, ouais, c'est exactement ça. L'isomorphisme, c'est quand les acteurs de l'ESS, donc ESS pour économie sociale et solidaire, ces acteurs sont forcés d'adopter les mêmes outils ou les mêmes codes que le secteur marchand. Souvent, c'est afin de rendre compte à leurs financeurs. Et l'article de France Générosité, d'ailleurs, note que, et c'est marrant parce que c'est présenté comme un petit retard, que le digital ne représente que 5% des investissements médias des associations. Mais un retard par rapport à quelle référence? Comme si 5%, ça n'était pas déjà assez, qu'il fallait nécessairement ou naturellement rattraper le secteur marchand. Mais en fait, ce qui me titille un peu, c'est est-ce que ce dernier doit forcément être la référence? Est-ce que l'ESS se doit de le rattraper dans ses investissements médias? Est-ce que finalement le but, c'est de devenir aussi des machines à optimiser le clic? Bah, j'en suis pas si sûre. Ouais, c'est fascinant ce que tu dis, Marie, parce que je fais exactement le même constat sur le terrain, mais côté bénévolat.
L'article de France Générosité parle beaucoup d'argent, mais selon moi, le don, c'est aussi celui de son temps, en fait. Ouais, c'est clair. Et là encore, on voit débarquer cette logique d'efficacité pure, hein, si je puis parler comme ça. Pour donner de son temps, de plus en plus, on va sur des plateformes. Alors, on a bien sûr le géant, hein, jeveuxaider.gouv.fr, mais il y a aussi d'autres acteurs, hein, comme Benenova, hein, qui cartonne sur ses missions flash, hein, 2 heures par-ci, 3 heures par-là, ou encore tous bénévoles. Et sur le papier, c'est génial, hein, moi je trouve ça génial, hein, tu filtres, tu dispo quand? Je suis dispo mardi. Où? Sur Paris, quartier Bastille, pour faire quoi? De l'aide alimentaire et paf, ça match. C'est fluide, c'est propre, très bien. Mais est-ce que, on perd pas quand même quelque chose, au passage, hein? Tu vois, je pense qu'on perd la beauté, finalement de l'imprévu, hein, à travers chaque filtre, qu'on actionne, on perd, la rencontre qui n'était pas prévue. Je sais pas, avant, tu poussais la porte d'une asso, tu venais déposer des vêtements à donner. Tu prenais le temps de discuter autour d'un café avec un des responsables et tu finissais finalement par donner un petit coup de main ou par faire de l'aide aux devoirs parce il y avait un besoin à ce moment-là, tout de suite. Et aujourd'hui, l'outil te donne exactement ce que tu as demandé, ni plus, ni moins. Comme si on devenait les consommateurs de notre propre engagement. C'est lourd de sens, hein, ce que tu évoques. C'est ce concept-là que tu as cherché à creuser dans tes propres recherches de thèse? Oui, exactement, hein, c'est ce que j'appelle l'engagement algorithmique. Dans ma thèse, je le définis comme un modèle où la technologie ne se contente plus de faciliter le bénévolat, mais elle vient vraiment structurer tout le parcours du bénévole. C'est l'algorithme qui décide qui voit quelle mission, qui priorise les profils selon les critères de matching et qui gère même le suivi ou les relances de façon totalement automatisée. L'engagement n'est plus seulement rendu possible par le web, il est filtré, il est orchestré par lui. Alors, c'est hyper efficace, hein, ça répond à des besoins très concrets, donc tant mieux, hein, finalement. Mais le risque, c'est quand même qu'à force de vouloir tout fluidifier, on transforme, une relation humaine et politique en une simple transaction, je dirais, technique. Ah, c'est frappant ce parallèle. Toi, tu vois la consommation de l'engagement. Moi, je vois la marchandisation de l'impact. Oui. Et dans les deux cas, tu le disais, on cherche la fluidité absolue. Mais la solidarité, au fond, est-ce que ça doit vraiment être fluide? Sur le terrain, quand tu accompagnes quelqu'un en grande précarité, c'est rugueux, c'est long, ça rentre tout simplement pas dans une case Excel, hein. Mmh. Tu me connais Marie, je vais quand même me faire l'avocat du diable. Alors on est d'accord, hein, sur les risques de dérive, mais si on reste pragmatique, 2 minutes. Dans mon enquête de terrain, tu sais, j'ai vu des petites assos qui géraient encore leurs bénévoles, sur des cahiers papier ou sur des post-it, hein, et ils perdaient les numéros, ils oubliaient de les rappeler, bref, hein, au final, les bénévoles, ils partaient. Quand une plateforme comme, France Bénévolat arrive, elle leur apporte un vrai ballon d'oxygène, en fait. Ça sauve Ouais, c'est sûr. littéralement des missions, hein. Alors, est-ce que la dissolution silencieuse, c'est pas un peu, je vais me faire taper dessus, un peu puriste, je dirais, hein? Est-ce qu'on n'a pas tout simplement besoin de cette efficacité, pour survivre aujourd'hui? Ouais, c'est la question qui fâche, hein, je te cache pas. Tu as raison de la poser. Je suis pas technophobe, c'est même tout le contraire en fait, hein. Mais dans le cas présent, eh bien, j'ai envie d'être un peu provoque et de dire que moi, je pense que le numérique est un pharmacon. C'est à la fois un remède et un poison pour le secteur. Donc, selon moi, il est essentiel d'y mettre de la conscience. Bien sûr qu'on a besoin d'outils, surtout lorsqu'ils sont formidables. Regarde, tu Mmh. vois, on voit le don par SMS, maintenant par RCS. Je dis pas qu'il faut revenir à la bougie, non, non. Non, le problème pour moi, c'est que c'est quand l'outil décide à ta place. Je vais te donner un exemple concret que j'ai observé sur le terrain. Tu as une structure sociale qui implémente un CRM, type Salesforce ou HubSpot.
L'outil est super puissant, donc forcément très utile. Mais le hic, c'est qu'à l'origine, il a été conçu pour la vente et qu'il est donc peut-être pas totalement adapté aux activités non lucratives. Ça, c'est facile à, tu vois, Oui. à réfléchir. Mais quand tu installes ce type de logiciel, tu n'optes pas uniquement pour un outil technologique. Tu importes une philosophie. Mm. Logiciel, étymologie, logique et matériel de mémoire. Donc tu importes une philosophie. Une philosophie qui te dit la vitesse vaut mieux que la lenteur, le volume vaut mieux que la profondeur, et surtout, bah, ce qui se mesure vaut mieux que ce qui ne se voit pas. Et lorsqu'en parallèle, la baisse des subventions qui impacte le monde associatif et la généralisation de la logique d'appel à projet oblige les structures à adopter des logiques d'efficacité proches du secteur lucratif, ben, cela crée un terreau fertile pour ce que j'ai nommé la dissolution silencieuse, justement. Mm. Je reviens à mon exemple, la structure sociale qui adopte son CRM. Tout est dans le titre, en fait, hein. CRM, Management de la relation client. Oui. L'outil te force à renseigner des champs, Mm. prochaines étapes, date de clôture, montant. Si tu changes pas les intitulés, si tu formes pas tes équipes, au bout de 6 mois, elles commencent sans même s'en rendre compte à voir les bénéficiaires comme des dossiers à clôturer, hein. C'est ça la dissolution silencieuse pour moi. Ok. On adopte un nouvel outil, puis un autre, on met en place des indicateurs de performance, et sans même s'en rendre compte, on se met à penser comme une start-up. Je suis provoque, hein, je le sais, hein. Mais en fait, on mesure le succès en nombre de clics, en likes, et on finit par déprioriser l'impact humain dans les tableaux de bord. La dissolution silencieuse, c'est le risque qu'en adoptant les outils du marché pour fonctionner, voire survivre, l'ESS devienne lentement, silencieusement, le marché. Qu'on optimise si bien les processus qu'on en optimise l'humain, jusqu'à le faire disparaître de l'équation. Ouais, ouais, je vois bien le danger, hein. Mais je veux rassurer aussi ceux qui nous écoutent et qui utilisent ces outils. C'est pas vraiment le logiciel en soi qui est mauvais, c'est l'absence de garde-fou, c'est ça? Ouais, exactement. On peut très très bien utiliser un CRM puissant, et d'ailleurs ils sont nombreux à le faire, hein, mais tant qu'on change les étiquettes, qu'on y met de la conscience surtout. On remplace, tu vois, je sais pas moi, la date de clôture du lead par la fin de l'accompagnement, par exemple. Tu vois, selon moi, les mots comptent autant que le code. Tu vois, on parlait d'engagement algorithmique pour le bénévolat. Tu vois pas le même risque? Oui, Et oui, oui. est-ce que le bénévole, tu vois, qui est un peu ubérisé par, tu vois, qui vient faire sa mission de 2 heures et qui repart, et est-ce que le salarié qui est détaché pour une seule journée solidaire par an auprès d'une asso, même si c'est épatant pour son épanouissement et pour l'aide qu'ils apportent, est-ce que c'est encore du bénévolat? Ah, c'est sûr que ça fait réfléchir, hein, si tu veux, sur le terrain, j'ai senti une vraie fracture entre 2 manières de s'engager. D'un côté, tu as, les bénévoles piliers, je dirais, les anciens, les seniors, ceux qui sont là tous les mardis, par exemple, ça fait 15 ans qu'ils sont là. L'asso, c'est leur deuxième famille, si tu veux. Donc eux, ils sont là, dans la durée, dans le lien. Et puis de l'autre côté, bah, on a les nouvelles générations, hein, les 15-34 ans, hein, ceux qui ont grandi avec un smartphone dans la main. Alors pour eux, c'est je veux aider tout de suite, concrètement. Ils n'ont pas du tout envie de s'enfermer 2 heures en réunion pour valider des budgets ou pour relire des comptes rendus administratifs qui sont interminables. Et les plateformes bah, répondent justement à cette envie d'aller vite. Ouais. Mais c'est sûr que le danger, c'est ce que j'appelle, la tâche-ification. Alors, désolée pour ce néologisme. En fait, on découpe la solidarité en micro-tâches. On va, faire 2 heures de distribution alimentaire. On va, trier, 3 bacs, de vêtements. On fait sa part, on valide sur l'appli et puis on repart. Sauf que, bah, la solidarité, de l'engagement bénévole, c'est aussi, tout ce qui se passe entre les tâches. Ouais. Si on finit sa distribution, au pas de course, parce que l'appli, nous dit, qu'on doit libérer, la place dans 10 minutes,
Bah, au final, on rate l'essentiel, hein, on a peut-être gagné en logistique, on a peut-être coché, des cases utiles, mais on a complètement perdu, le soin et le lien humain. Alors là, tu vois, bah, je vais faire un deuxième parallèle avec les concepts que j'ai creusés dans ma thèse, cette fois-ci avec la fameuse trappe de la mesure que Mmh. j'évoque du coup dans mes écrits. Ouais, j'ai vu, ouais. On Mmh. va, on va mesurer le nombre de repas servis ou le nombre de formations qu'on a dispensées. Facile, c'est des données chiffrées, assez simples à collecter. Mais on ne mesure pas, tu vois, le sourire, le moment d'écoute, la dignité restaurée, la confiance qui est progressivement retrouvée. Ça rentre pas dans le tableau de bord, hein, toujours. Les outils numériques qu'on a l'habitude d'utiliser, ils adorent la donnée binaire. Ils détestent la nuance. Mmh. Et comme les financeurs attendent des rapports et des comptes rendus d'impact chiffrés, ben, les associations finissent par se laisser un peu piéger par cette logique et par privilégier ce qui se mesure bien au détriment de ce qui fait du bien, tu vois, de ce qui compte vraiment. Et ce, sans même en avoir conscience, hein. Il n'y a pas du tout de mauvaises intentions. Mais en fait, si c'est pas au tableau de bord, bah, c'est dépriorisé. Ouais, c'est justement ça, qui crée une souffrance, hein, chez les équipes, hein. Tu l'as Moi, je observé aussi, ouais? ouais, exactement. Je l'ai observé dans mes entretiens. J'ai vu des coordinateurs bénévoles, bah, qui finalement passent plus de temps à remplir, des reportings, sur leur logiciel, plutôt qu'à accueillir, les nouveaux arrivants. Et eux, bah, ce qu'ils me disent, c'est, bah: «Je suis devenu un gestionnaire de flux, plus qu'un animateur de communauté». Eh Bon, bien, le constat est posé, hein, il est un peu vertigineux. On voit bien le piège de la dissolution. Mais concrètement, Marie, on fait quoi? On jette, les ordinateurs et on revient au papier crayon? non, surtout pas. Le but, c'est pas de nier le progrès, hein, c'est de le choisir. Euh, Moi, j'ai identifié, tu vois, on parlait de mettre de la conscience, et ben, j'ai identifié 4 piliers pour ou en faveur, tu vois, d'une technologie un peu plus habitable. Ah, bah, on t'écoute. Alors, selon moi, le premier pilier, c'est la sobriété. Avant d'installer, alors, ça va bien avec le monde associatif, Mmh. a priori, avant d'installer un nouvel outil, typiquement en ce moment, un chatbot IA, une automatisation, eh ben, on se pose la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est un gadget qui va vraiment nous aider ou juste en ajouter sur la pile? Alors, Marie, je me fais encore une fois, l'avocate du diable. J'en attendais pas moins. Parfois, une asso, elle a juste, elle a besoin d'efficacité, hein. Si un logiciel ou si une appli, permettent de gagner 2 heures de saisie, bah, c'est 2 heures, de plus pour les bénéficiaires, non? On va pas culpabiliser ceux qui veulent juste gagner du temps. Non, surtout pas, tu as 100% raison, hein. Loin de moi l'idée d'être donneuse de leçons en plus, hein, sur le sujet. L'efficacité ici, c'est pas l'ennemi. Pour moi, le problème, c'est quand l'outil impose sa logique. Et c'est mon deuxième point. Tu vois, il faut questionner la finalité de l'outil. Si ton logiciel te fait gagner du temps, c'est super. Mais si ton tableau de bord t'oblige à traiter un être humain comme un ticket à Mmh. fermer en quelques jours, là, tu vois, j'ai l'impression que l'outil dévore un peu la mission sociale. La clé, du coup, enfin, c'est sans doute de repolitiser la tech, d'arrêter de penser que la tech, c'est neutre. En fait, la convergence maîtrisée, c'est le fait d'utiliser des outils, des codes, des bonnes pratiques qui viennent du marché souvent, hein, mais d'en garder le contrôle pour protéger sa mission. Tu vois, c'est Label Emmaüs qui s'est mis à Mmh. l'e-commerce pour s'adapter au marché et aux attentes du consommateur, entre guillemets, mais aussi pour combattre les géants de la seconde main, tout en gardant le temps long de l'insertion professionnelle au cœur de sa mission. Elle accepte les outils du marché, mais elle les hack, tu vois, en quelque sorte. Elle les entoure de garde-fous éthiques. Elle remet la mission à la place du conducteur. Ouais, je vois bien la nuance. C'est subtil, hein, mais c'est crucial, hein, on garde l'outil tant qu'il reste, à sa place d'outil. Ouais. Mais en même temps, ce qu'on entend souvent sur le terrain, c'est, bah, on n'a pas le choix, c'est ce que tout le monde, utilise. Comment tu gères cette pression, de la norme, je dirais? Bah, ça, tu vois, pour moi, c'est le troisième pilier, c'est la souveraineté. C'est peut-être le plus dur d'ailleurs. Pour moi,
c'est d'essayer, dès qu'on le peut, de ne pas dépendre entièrement des outils dominants, GAFAM et autres, hein. Mmh. Est-ce qu'on se laisse embarquer par la facilité d'opter pour un Microsoft ou un Google, ou même un ChatGPT, ou est-ce qu'on tente une autre voie? Tu vois, celle des solutions de Framasoft, les hébergements alternatifs comme les chatons, ou même, tu vois, aller jusqu'au commun numérique en fait. Ouais, là tu vas en perdre certains, hein, le logiciel libre, l'open source, Linux, ça fait un peu peur, dans la mesure où ça demande des compétences que les gouvernances actuelles ou les bénévoles n'ont pas. Ça, c'est vrai. Et il faut pas se voiler la face, hein, c'est un effort colossal, mais pour moi, le choix du numérique, c'est un arbitrage constant entre la facilité immédiate qui est souvent offerte par les grandes plateformes, de nouveau, hein, Microsoft, Google, Meta, etc., et la souveraineté de ces valeurs à long terme. À minima, tu vois, moi, ce que je vois comme règle de conduite un peu, c'est si ça n'est pas déjà fait, eh ben, d'encourager les dirigeants à se former à ces sujets, à aller à la pêche au conseil auprès de leurs pairs ou des têtes de réseau. Le numérique, c'est vraiment stratégique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain, hein. Attention, hein. On peut commencer par des choses simples, comme utiliser des outils qui respectent en premier lieu la confidentialité des données de nos donateurs, plutôt que de tout donner à Google. C'est une démarche politique, mais au sens noble. D'accord. Donc on y va, petit à petit en fait, sans se mettre la pression. Ouais, Et c'est ça. heu et le dernier pilier? Le dernier pilier, il est vachement important, c'est la convivialité. Au sens d'Ivan Illich, le philosophe, tu vois. Un outil convivial, c'est un outil qui ne crée pas d'inégalité entre celui qui sait l'utiliser et celui qui ne sait pas. L'informatique, selon moi toujours, ne doit pas devenir un nouveau pouvoir excluant, que ce soit à l'échelle du tiers secteur au sens large ou de celle d'une petite asso. Bah, ça me parle beaucoup. Que le bénévole, de 70 ans, par exemple, ne se sente pas, mis au placard parce qu'il maîtrise pas, le dernier Slack ou Trello. Ben, c'est exactement ça, voilà, ouais. La technologie, elle doit pouvoir être un pont, tu vois, pas un mur. Et, euh, et l'essence même de l'ESS réside dans le fait qu'on ne laisse personne sur le carreau, tu vois. Mmh. Du coup, l'objectif, c'est de lutter contre le risque de créer un secteur à deux vitesses. Il est présent, ce risque. Il est même vraiment présent. Le baromètre 2025 Solidatech et Recherche et Solidarité en parle très bien. Le fait d'avoir d'un côté les sachants et de l'autre les profanes qui subissent. Mmh. Si la culture, tu vois, numérique était plus partagée, alors la transformation digitale serait portée par tous. Et c'est peut-être un vœu pieux, mais quand même, j'ai envie d'y croire. Alors je te rejoins totalement sur la formation, hein, c'est ce que je préconise aussi, pour le bénévolat. Il faut hacker les il faut hacker les plateformes. Alors utiliser, jeveuxaider.gouv.fr pour recruter, hein, mais oui, carrément, hein, oui, 1000 fois oui, hein, mais une fois que le bénévole est là, il faut casser la logique algorithmique, hein. Il faut l'accueillir physiquement, prendre le temps, de la rencontre, recréer du collectif, hein. L'outil numérique doit être un point d'entrée et pas un tunnel, hein. Mm. J'ai vu des assos, formidables qui utilisent le numérique pour, décharger les bénévoles de l'administratif, les plannings par exemple, justement pour qu'ils aient, plus de temps pour la relation humaine et là je trouve ça vertueux. Ouais, t'as raison, t'as raison. Le numérique, il doit être au service du projet, pas l'inverse. Tu sais, enfin, sur la fin de ma thèse, je dis que l'ESS a une responsabilité historique. Encore une. Et elle s'en empare d'ailleurs. Elle ne doit pas simplement s'adapter au raz-de-marée numérique, adopter les outils digitaux. Elle se doit d'inventer un autre numérique, une autre voie. Un numérique qui serait plus éclairé, tu vois, un peu plus sobre, plus éthique, certainement plus inclusif. C'est la tech équitable en quelque sorte. Tech équitable, ouais, ça me plaît bien comme formule.
Ça rejoint l'idée que le bénévole de demain, sera pas un robot, ni un exécutant algorithmique, mais un vrai citoyen, hein, qui utilise, la technologie pour amplifier son pouvoir d'agir. Ouais, c'est exactement ça. Le numérique est un amplificateur extraordinaire. Tu vois, en un week-end, il a permis de lever 16 millions d'euros sur Twitch pour le Z-Event. Mmh. Il a permis à Hello Asso de collecter un deuxième milliard en seulement 18 mois contre 14 ans pour le premier. Il rend visible l'invisible, tu vois, à l'image du Soliguide. Ouais, ce sont de bons exemples, hein, de la puissance, hein, du numérique. On arrive au bout de cet échange, hein, Marie. Si on devait résumer notre discussion, c'est indéniable, hein, le numérique, nous simplifie la vie. Mais le défi pour les prochaines années, pardon, c'est de s'assurer que l'algorithme travaille pour nous et pas pour lui-même. Marie, avant de se quitter, si nos auditeurs ne devaient retenir qu'une seule action à faire pour demain, en arrivant au bureau, ce serait quoi? Je dirais, commencer par faire le test du vocabulaire. Faites ce test. Ouvrez votre logiciel métier et regardez comment il appelle les personnes ciblées par votre mission. S'il y a écrit ticket, dossier, cible, méfiance. Les mots façonnent notre pensée et si l'outil ne vous laisse pas changer les mots, c'est peut-être qu'il est temps d'en changer. Les mots façonnent la pensée. Je garde ça, précieusement. Merci beaucoup Marie, pour cet échange. Pour ceux qui veulent, creuser le sujet, nos 2 thèses seront bientôt en ligne pour consultation. Ouais, c'est pour bientôt. Promis, on vous tient au courant. Merci à toutes, et à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau talk.